Donc, généralement, ce que je fais pour l'ostéoporose, là, je suis les lignes directrices là, canadiennes pour le dépistage de l'ostéoporose. Mais c'est sûr que je reste à l'affût, là, possiblement, c'est des facteurs de risque, là, entre autres, des facteurs de risque autres pour l'ostéoporose, des facteurs de risque de chute, entre autres. On vient d'entendre le docteur Nicolas Richard. Nicolas Richard est professeur adjoint des cliniques à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il pratique également la rhumatologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ses protocoles de recherche portent surtout sur des études cliniques en arthrite inflammatoire. Il est notre invité pour cet épisode d'Autour de la rhumato. Bonjour, je suis votre animateur, le docteur Hugues Allard-Chamard. Je suis rhumatologue et professeur adjoint au département de médecine de l'Université de Sherbrooke. Bienvenue à ce second de 2 balados en français de cette nouvelle saison d'Autour de la rhumato. Nous sommes heureux d'accueillir le docteur Nicolas Richard. Docteur Richard, comment êtes-vous devenu intéressé par la rhumatologie et les spondylarthropathies? Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Oui, c'est une bonne question, merci. En fait, moi, j'ai fait ma résidence là, en médecine interne, je l'ai faite à Sherbrooke, dans ton université d'ailleurs, là. Puis ensuite, j'ai été à McGill. Puis, je pense à McGill, là, je pense que j'avais un intérêt varié là, pour différentes branches là, de la rhumatologie générale. Mais dans tout mon parcours là, en rhumatologie, j'avais un intérêt là, pour la recherche, pour, je pense, développer des nouvelles connaissances. Puis, entre autres, je pense que c'est beaucoup la recherche clinique qui m'a amené à développer un intérêt pour la spondylite. Donc, éventuellement, c'est ça, je savais qu'il y avait un intérêt là, pour de la recherche clinique à l'hôpital Maisonneuve. Donc, j'ai fait un fellow ensuite là, en spondylite là, à l'Université de Toronto, à l'hôpital Western. Puis, c'est un fellow là, qui était avec les docteurs Edmund et Arun. Puis, voilà. Puis ensuite, là, je suis retourné là, pratiquer à l'hôpital Maisonneuve, l'uni, là, si on veut, avec cette expertise-là. Puis, c'est un peu ça, là, mon parcours. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, dans le fond, si je comprends bien, tu as fait un fellow à Toronto, puis après ça, tu es revenu travailler à Maisonneuve-Rosemont avec ton expertise en spondylarthropathie. Exactement. Donc, j'ai fait mon fellow à Toronto. Je suis revenu travailler à l'hôpital Maisonneuve. Je suis là en ce moment à Maisonneuve, mais euh, j'ai différents projets en lien avec la spondylite. Là. Entre autres, je fais de la recherche clinique. Puis, entre autres, j'ai une clinique de spondyloarthropathie, là, où est-ce que je peux voir des patients de spondyloarthropathie peut-être plus réguliers, mais que je vois des patients là, en deuxième avis ou des patients peut-être plus complexes. Donc, c'est à peu près ça. OK, c'est bon. Donc, muni de votre expertise en spondylarthropathie, j'ai quelques questions pour vous. Donc, selon vous, les spondylarthropathies radiographiques et non radiographiques, est-ce que ça représente la même maladie sur un continuum ou on pense que c'est des maladies qui sont complètement séparées? Oui, mais effectivement, c'est une bonne question, là. Je pense qu'il y a quand même un certain là, débat un certain débat là, dans la communauté scientifique, là, de la communauté scientifique en général, à savoir est-ce que c'est une même maladie ou non. Je crois qu'on s'entend quand même là, les experts en spondylite là, pour dire que ça semble être le continuum d'une même maladie. Quand même, là, sur la base du fait que c'est des maladies qui présentent là, une pathogénèse puis une pathophysiologie là, assez similaire, voire identique. Des symptômes aussi là, qui sont très similaires, là, pour ne pas dire identiques également. Quand on regarde le fardeau de la maladie, là,
C'est assez similaire également. Donc, quand je parle du fardeau de la maladie, là, on parle de l'impact sur la fonction puis sur la qualité de vie de ces maladies-là. C'est sensiblement la même chose. Donc, bref, c'est des maladies là, qui semblent être un continuum là, une de l'autre. Il y avait eu des données là, qui avaient montré qu'à 5 ans, là, quand on regardait l'évolution, il y avait un certain pourcentage, là, oui, qui évoluait là, d'une forme à une autre. Là. C'était c'est 16% là, des patients là, qui évoluaient de la forme non radiographique à la forme radiographique quand on regardait là, à 5 ans. Donc, effectivement, il semble avoir là, un continuum. Mais est-ce que ce continuum-là est chez tout le monde ou seulement chez une minorité? Ça, on ne peut pas le savoir, mais on sait qu'en vraie vie, là, il y a à peu près là, 16% des patients là, qui vont évoluer d'une forme à une autre. Ce qui est peut-être un peu, je pense, buggant, là, c'est quand que la FDA a demandé là, à certaines compagnies là, de du moins faire des approbations pour des médicaments en spondylite non radiographique. À ce moment-là, là, ils ont demandé des études contre placebo là, sur 52 semaines. Donc ça, effectivement, là, c'était un peu, je pense, plus buggant, mais c'est surtout des problèmes qu'il y a aux États-Unis. Là. Nous, au Québec, au Québec et au Canada, là, je pense qu'on a une plus grande liberté. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une certaine progression dans certains cas, bien qu'il y en a probablement autour de 84% qui ne vont pas changer de catégorie. Maintenant, j'avais une autre question pour vous. Donc, on sait qu'il y a quand même beaucoup de patients avec des spondylarthropathies ankylosantes qui vont développer du psoriasis, mais il y a également des arthrites psoriasiques qui vont avoir des atteintes axiales. Selon vous, comment on peut faire la distinction entre ces deux formes de manifestation? Ça aussi, c'est une question qui est comme qui est difficile. C'est un sujet chaud là, actuellement. Puis c'est difficile de savoir est-ce que c'est une spondylite ankylosante avec du psoriasis ou c'est une arthrite psoriasique axiale. On sait que c'est vraiment comme deux maladies différentes qui présentent un background génétique, entre autres, là, différents, qui ont certains features là, différents, mais quand on voit le patient, c'est souvent difficile, voire, je ne veux pas dire que c'est presque invariablement difficile de faire la différence. Il y a quand même des patients qu'on peut faire la différence, mais c'est souvent difficile de savoir si c'est une arthrite psoriasique axiale ou une spondylite ankylosante avec du psoriasis. Il y a eu... mais Dr. Gladman à Toronto s'est beaucoup penché là, sur la question. Puis, entre autres, là, je sais qu'elle a eu une fellow là, qui avait fait une de ses thèses, sa thèse de doctorat là-dessus, puis etc. Donc, il y a eu quand même là, beaucoup de recherches là-dessus, quoique ce n'est pas encore un sujet, je dirais, qui est clair. C'est encore une zone grise. Ce qu'on s'entend pour dire, là, c'est que les patients avec arthrite psoriasique axiale, c'est des patients avec arthrite psoriasique. Donc, c'est des patients qui vont généralement être plus vieux. C'est des patients qui vont être moins symptomatiques au niveau axial. Ils vont avoir plus de symptômes au niveau périphérique. Puis, c'est des patients qui, au niveau génétique, leur test HLA-B27 va être moins souvent positif. Il peut aussi avoir des différences au niveau radiographique, mais des fois, ça peut être difficile là, chez certains patients, quand le patient est très avancé ou quand le patient est plus précoce. Les patients spondylites ankylosante, ça, c'est les patients que peut-être qu'on connaît plus. Ça, c'est les patients plus jeunes, les patients souvent plus masculins, puis les patients qui vont avoir là, une prédominance de gènes, une prédominance qui vont être plus souvent HLA-B27 positifs. Puis au niveau radiographique, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous permettre de distinguer une versus l'autre entité? À ma connaissance, non, il n'y a rien de super spécifique
qui peut dire non, ça, c'est absolument pas une spondylite ou ça, c'est absolument une arthrite psoriasique axiale. On s'entend pour dire que classiquement, l'arthrite psoriasique axiale va être plus souvent asymétrique, puis elle va présenter là, les seins desmophytes, là, ils vont être un peu plus grossiers, là, comme un... puis elle peut présenter à des localisations là, un peu différentes, là, classiquement le cou. Mais il n'y aura pas de caractéristiques qui, quand on va les voir, on va dire ça, c'est sûr que c'est pas la spondylite ankylosante, parce que des fois, par exemple, la spondylite ankylosante, la sacroiliite peut être un peu asymétrique, puis ça peut donner le change, là, peut-être pour une arthrite psoriasique axiale. Donc, chez nos patients avec les spondylarthropathie, c'est des patients qui ont souvent beaucoup de comorbidités. Donc, comment vous prenez en charge et dépister les comorbidités dans votre clinique? Oui, si on se concentre sur la spondylite ankylosante ou la spondylarthropathie axiale, je veux dire, je fais un dépistage là, régulier selon la pratique standard. Là. Donc, je pense que c'est un bilan de base. Si on est pour mettre le patient sur un jack, entre autres, on va faire un bilan lipidique. C'est des patients qui sont plus à risque là, d'événements cardiaques. Donc, je pense qu'il faut faire un screening peut-être plus symptomatique au niveau cardiaque. Par contre, l'ACR a été assez clair là, dans leur ligne directrice qu'il ne fallait pas faire de dépistage chez les patients asymptomatiques là, pour la maladie cardiaque. Là, donc, il ne fallait pas faire des électrocardiogrammes, là, entre autres pour une maladie cardiaque asymptomatique. Il ne fallait pas chercher là, des valvulopathies là, chez des patients asymptomatiques. Puis en termes d'ostéoporose, en spondylite ankylosante, il y a très peu d'évidence là, en spondylite ankylosante sur quoi faire avec l'ostéoporose chez nos patients atteints de spondylite ankylosante, finalement. Là. Donc, en fait, on sait que nos patients, avec la durée de la maladie, vont plus fracturer, mais on ne sait pas exactement le mécanisme des fractures. Là. Est-ce que c'est le même mécanisme qu'en ostéoporose classique, là, en ostéoporose chez les femmes post-ménopausées? Donc, généralement, ce que je fais pour l'ostéoporose, là, je suis les lignes directrices là, canadiennes pour le dépistage de l'ostéoporose. Mais c'est sûr que je reste à l'affût, là, possiblement, c'est des facteurs de risque, là, entre autres, des facteurs de risque autres pour l'ostéoporose, des facteurs de risque de chute, entre autres. S'il y a des seins desmophytes, si on est pour faire une ostéodensitométrie, il faut faire attention à l'interprétation de l'ostéodensitométrie, peut-être utiliser un autre site que la colonne lombaire. Donc, je dirais que c'est à peu près ça pour la spondylite ankylosante. Après ça, pour ce qui est de l'arthrite psoriasique, eux sont plus souvent associés à d'autres types de comorbidités. Donc, entre autres, là, dyslipidémie, dépression, foie gras. J'ai pas de façon que je le fais que je dépiste tout le monde. Je pense que c'est plus selon la pratique clinique. Je questionne le patient, puis après ça, je questionne le patient, je fais mes bilans de base. Puis si j'identifie un problème, je le réfère là, soit vers son médecin de famille ou vers un spécialiste là, approprié selon le problème. OK, donc vous faites le dépistage selon les facteurs de risque, puis après ça, vous référez aux personnes appropriées en temps et lieu. Oui, exactement. OK, puis parlant de suivi longitudinal, de prise en charge de comorbidité, comment est-ce que vous faites le suivi longitudinal de vos patients avec spondylite ankylosante? Est-ce qu'il y a une place pour l'imagerie de façon serrée? Pour l'imagerie, quand on parle de rayons X, il n'y a pas de place pour des rayons X de façon serrée, sauf si c'est dans un contexte de recherche. Okay? Donc,
par exemple, faire des rayons X à chaque intervalle régulier, là, dire moi, je vais vouloir voir mon patient à chaque 2 ans ou à chaque 4 ans, voir s'il progresse. Il n'y a pas de bénéfice à faire ça, sauf si c'est dans un contexte vraiment de recherche, là, un patient qui serait dans un protocole X ou Y. Mais si c'est seulement la pratique standard, il n'y a pas de bénéfice à voir là, s'il a évolué sur un rayon X. Donc, le but de faire un rayon X, ça serait parce que le patient a un problème, puis on voudrait voir là, vraiment s'il y a quelque chose là, sur le rayon X. Est-ce qu'on fait le dépistage? Là, on parlait plutôt d'ostéoporose. Est-ce qu'on fait le dépistage d'une fracture, d'un tarsement vertébral? Est-ce qu'on fait le dépistage d'arthrose associée? Oui, on pourrait attraper de la progression radiographique, mais je ne pense pas que ça devrait être fait de façon sérieuse chez tous les patients. Puis, notamment, je pense que c'est bon de le mentionner au passage, mais notamment la spondylite ankylosante, c'est une maladie qui progresse très lentement. Donc, faire un rayon X à moins de 2 ans d'intervalle, on ne s'attendrait pas à voir là, vraiment de la progression. Là. Ça prendrait au moins 2 ans d'intervalle pour voir une progression radiographique. Donc, je dirais que ça, c'est pour les rayons X. OK? Donc, moi, en fellow, en fait, quand j'étais en fellow, les patients ils avaient signé un consentement pour faire des rayons X à chaque 2 ans. Donc là, on les faisait. En ce moment, mes patients, c'est la pratique standard. Je ne fais pas d'études de radiologie. Donc, en ce moment, je les fais juste, comme je dis, si j'ai une problématique clinique. Pour ce qui est de la résonance magnétique, en fait, moi, je la fais au suivi. Là, je la fais si j'ai un doute sur l'activité. Donc, si c'est un patient il y a des symptômes, mais que je me questionne à savoir si c'est de l'activité, puis potentiellement faire une résonance magnétique pourrait orienter là, un traitement différent. Est-ce que je changerais un traitement ou autre si j'avais de l'activité documentée à l'IRM de suivi? Là, à ce moment-là, oui, je vais le faire. Donc, quand je débute un traitement, je ne vais pas faire un IRM post-traitement pour confirmer que mon inflammation diminue à la résonance magnétique. Ça, on ne le fait pas. Puis, si mon patient va bien cliniquement, on ne le fait pas. Puis, si je veux changer de traitement, à ce moment-là, si je suis convaincu qu'il y a une activité inflammatoire, je ne fais pas de résonance magnétique non plus. C'est vraiment juste s'il y a des symptômes qui sont équivoques. Ok, je comprends. Donc, pas vraiment de place pour les rayons X, sauf s'il y a un changement d'état clinique qui requiert qu'on fasse un examen complémentaire. Exactement. Puis, parlant de traitement, on va penser que les premières lignes de traitement pour nous passer à la spondylite ankylosante, c'est les anti-inflammatoires. C'est un médicament qui est souvent craint par beaucoup de spécialités puis par beaucoup de médecins. Est-ce qu'on a des bonnes données de sécurité à long terme sur ces médicaments? En fait, c'est vraiment les anti-inflammatoires, c'est vraiment notre médicament en spondylite. Là. Moi, j'avais fait une revue de mes patients, ou du moins de notre groupe, là, puis il y a à peu près 40% des patients là, en pratique réelle qui sont sur des anti-inflammatoires, je dirais en monothérapie. Là. Donc, des patients qui sont bien sous anti-inflammatoires, qu'on n'a pas besoin de progresser sur un biologique, il y en a à peu près 40%. Donc, 40% de nos patients, c'est quand même un bon nombre. Ce n'est pas tous les patients, effectivement, qui vont avoir besoin de progresser sur un biologique. Puis, quand on donne ces anti-inflammatoires-là, comme tu dis, pour un long terme, il faut savoir là, les effets secondaires. Donc, il y a différents effets secondaires, comme on connaît aux anti-inflammatoires. Si on regarde les effets secondaires cardiaques, je pense que quand on les donne pour une population inflammatoire, c'est-à-dire quand on les donne en spondylite ankylosante, je pense que le risque est vraiment là, différent que si on les donne pour une population non inflammatoire, comme par exemple en arthrose. Donc, il y avait eu là, des données là, issues d'une base de données administrative en Ontario,
entre autres, qui avait montré là, que chez les patients de plus que 65 ans, il n'y avait pas d'une augmentation du risque là, cardiaque chez ces patients-là avec une spondylite ankylosante qui recevait des anti-inflammatoires. Puis, je ne veux pas nécessairement revenir sur toutes les données, mais il n'y a pas nécessairement là, de données là, qui confirment avec assurance qu'en donnant des anti-inflammatoires à long terme chez des patients avec spondylite ankylosante, on augmente le risque cardiaque. Au contraire, ça semble là, montrer un risque cardiaque qui est soit neutre ou soit, même dans certaines études, là, comme celle que je viens de mentionner, sur la base de données administratives en Ontario, soit plus bas. Ensuite, en termes d'autres risques, je crois que le risque rénal, c'est quand même rare. Donc, il y avait un poster à l'ACR cette année que j'ai trouvé intéressant. C'était issu d'une étude, mais c'était issu là, de données administratives là, coréennes. Puis on voyait là, que chez les patients avec spondylite ankylosante, les taux là, d'insuffisance rénale étaient quand même très petits. Puis ceux qui développaient une insuffisance rénale, c'était parce qu'ils développaient des comorbidités. Donc, c'était pas à cause nécessairement là, de la spondylite. Puis peut-être comme autre effet secondaire que je voudrais mentionner sur les anti-inflammatoires, moi souvent, quand j'ai besoin de l'arrêter, c'est plus à cause des effets secondaires digestifs. Puis ça, les effets secondaires digestifs, malheureusement, je pense pas que c'est quelque chose là, qu'on peut peut-être prévenir ou quoi que ce soit. Oui, on a des médicaments pour aider là, la tolérance digestive, mais on a des patients plus sensibles que d'autres, puis chez les patients qui ne peuvent pas les tolérer, ça peut être une problématique. Donc, bref, là, des effets secondaires cardiaques qui, je crois, sont plus acceptables en spondylite qu'en arthrose, des effets rénaux qui sont quand même rares, je crois, en spondylite, des effets secondaires digestifs chez certains patients. OK. Puis, tu parles de sécurité des anti-inflammatoires. Puis, c'est quoi un peu les red flags qui vont faire que tu vas choisir de discontinuer un anti-inflammatoire puis de faire une transition vers un agent biologique? Est-ce que c'est seulement en termes d'efficacité ou il y a d'autres choses au niveau des comorbidités qui peuvent te faire le changement? C'est sûr que la perte d'efficacité, ça, c'est définitivement une indication qu'on doit changer, puis on doit aller vers un biologique. En termes d'effets secondaires, pour moi, c'est toujours une discussion là, risque-bénéfice avec le patient, c'est-à-dire si le patient a des effets secondaires, mais ça tolère bien sa maladie. Par exemple, les effets secondaires digestifs, est-ce que les effets secondaires sont tolérables ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on peut ajouter un inhibiteur de la pompe à protons? Puis est-ce que ça va pouvoir aider ou peut-être mitiger un peu les effets secondaires digestifs? C'est sûr que, par exemple, si j'ai un patient qui fait un événement cardiaque, à ce moment-là, je vais vouloir d'emblée là, le changer. Je ne vais pas continuer là, sur son anti-inflammatoire. Ou si j'ai un patient là, qui a une insuffisance rénale qui progresse, je vais aussi vouloir changer là, son anti-inflammatoire. Je pense qu'il y a toujours un malaise, puis c'est peut-être là que tu voulais t'en venir, chez les patients qui ont plusieurs facteurs de risque, mais qui n'ont pas d'événement cardiaque. C'est-à-dire un patient qui serait, par exemple, là, fumeur, hypertendu, diabétique. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on a commencé l'anti-inflammatoire il y a plusieurs années, puis qu'au fil des années, il a développé ces comorbidités-là. Est-ce qu'on l'arrête? J'ai pas de ligne directrice claire à donner ou j'ai pas de red flag clair, là, de dire, par exemple, s'il fume puis il est hypertendu, on l'arrête. Je pense que c'est une discussion à avoir avec le patient. C'est une discussion à avoir avec le patient, puis voir aussi, est-ce qu'on peut gérer les autres comorbidités? Là, si l'hypertension est gérée, peut-être que ça vaut la peine de continuer.
OK. Puis par la transition vers les agents biologiques, il y a eu beaucoup de controverses au sujet de l'utilisation des inhibiteurs de Jack, puis de où les situer dans le personnel thérapeutique. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de ton algorithme de traitement, puis nous dire où tu vois les inhibiteurs de Jack se positionner dans le traitement de spondylite ankylosante? Les inhibiteurs de Jack ont été placés dans les lignes directrices de l'EULAR sur un pied d'égalité là, avec les anti-TNF, les anti-interleukine 17, puis les inhibiteurs de Jack. Là. Donc, ils étaient tous sur un pied d'égalité comme première ligne après un échec aux anti-inflammatoires. Ça, c'est dans les lignes directrices de l'EULAR. Donc, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Après ça, c'est sûr que l'EULAR précise que la pratique clinique, c'est d'utiliser un inhibiteur du TNF ou un inhibiteur de l'interleukine 17. Mais c'est probablement là à cause de l'expérience des cliniciens ou la longue expérience avec ces agents-là versus l'inhibiteur JAK. Puis, le problème en spondylite, c'est qu'on n'a pas d'études head-to-head. Hein? Donc, on a une étude head-to-head, mais pour un outcome radiographique. On n'a pas d'études head-to-head pour des outcomes cliniques. Hein? Donc, on a très peu de choses pour se baser à savoir, bon, mais l'anti-TNF va être meilleur que JAK ou l'anti-TNF va être meilleur que l'interleukine 17. Donc, quand on compare toutes les études qui sont contre placebo, à ce moment-là, c'est difficile de savoir là, si toutes les études sont supérieures au placebo. C'est difficile de savoir là, vraiment quelle molécule est la meilleure. Donc, après ça, pour répondre à la question, c'est que en ce moment, on a 2 inhibiteurs JAK qui sont approuvés par Santé Canada là, pour le traitement de la spondylite ankylosante. Donc, on a eu l'upadécitinib, puis plus récemment le tofacitinib. Donc, les deux sont approuvés par Santé Canada. Ils sont approuvés après un échec aux agents, un échec ou une intolérance aux agents biologiques. Donc, après ça, je pense que quand on prescrit un inhibiteur JAK à un patient, il faut quand même avoir l'étiquette de Santé Canada en tête. On peut pas, je crois, prescrire un anti-JAK à un patient là, sans avoir l'étiquette de Santé Canada en tête. Ceci étant dit, dans le fond, entre autres, comme pour l'upadécitinib, l'étiquette de Santé Canada, elle avait été mise là, vraiment parce qu'il y avait un manque de puissance là, dans les études. C'était pas nécessairement à cause du manque de sécurité. Donc, je crois quand même qu'on peut là, justifier l'utiliser. Donc, moi, là, dans la pratique, là, je l'ai utilisé, entre autres, là, en première ligne chez des patients qui avaient certaines conditions, là, donc qui avaient une peur là, des aiguilles, entre autres. Donc, ils ne pouvaient pas utiliser là, un autre inhibiteur là, du TNF ou un inhibiteur là, de l'interleukine 17 à cause justement d'une problématique en lien avec l'administration. Donc, ça pourrait être utilisé en première ligne comme ça. Sinon, je crois que c'est plus utilisé là, après un biologique là, usuel. Donc, je comprends bien. Et parlant de ressources pour les patients, est-ce qu'il y a des ressources pour les patients, vous croyez, que les rhumatologues canadiens devraient être au courant pour être une prise en charge? Oui. En fait, une des ressources que j'aime bien partager à mes patients, c'est le site de l'Association canadienne de spondylite. Donc, je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais c'est un site qui s'appelle Spartritis, donc SPA, puis ensuite, c'est comme on écrit Arthritis. Ça, c'est le site de l'Association canadienne de spondylite. Puis vraiment, ça offre là, une panoplie d'informations pour les patients sur des choses qui préoccupent vraiment les patients. Donc, des choses comme la nutrition, la sexualité, puis etc. Puis ça va aussi les mettre en contact là, des fois avec des webinaires ou des choses pour vraiment que les patients aient de l'information sur la maladie. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve, une ressource qu'un patient qui a la spondylite,
s'il peut être en contact avec le site web, en contact avec l'Association canadienne de spondylite ou qu'il puisse aller visiter l'Association canadienne de spondylite, généralement, je trouve ça excellent. Moi aussi, je recommande à mes patients d'aller voir le site Room Info. Là, ça fournit quand même beaucoup d'informations dans différentes langues. Donc, entre autres, là, par rapport à l'information sur les médicaments biologiques ou des choses comme ça. On manque quand même de ressources là, en lien avec la physiothérapie. C'est sûr que les patients ont difficilement accès à avoir un physiothérapeute. Au public, c'est souvent inaccessible, un physiothérapeute. Puis au privé, des fois, ça peut être cher. Il faut que les patients aient des assurances. Nous, on avait eu comme projet à l'hôpital Maisonneuve là, de mettre des vidéos sur Internet, là, des capsules pour que les patients puissent avoir des exercices là, d'entraînement, des exercices de physiothérapie en spondylite. Donc ça, ces capsules vidéo-là sont disponibles sur le site de la bibliothèque de l'hôpital Maisonneuve ou sur le site là, de l'Association de rhumatologie du Québec. Donc moi, je donne à mes patients là, les liens pour qu'ils puissent aller consulter ces vidéos-là. OK, donc c'est vraiment intéressant pour les patients. Puis les patients peuvent avoir accès par eux-mêmes sur Internet. Oui, les patients peuvent avoir accès là, aux vidéos là, de physiothérapie qui ont été faites par l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, effectivement. OK. Puis dans le futur, qu'est-ce que vous pensez qui sont les prochaines évolutions, soit technologiques ou médicamenteuses, qui vont changer le visage des spondylites ankylosantes? Dans le futur proche, là, on prévoit publier là, des lignes directrices en collaboration avec l'Association canadienne de spondylite et avec SPARC. Là. SPARC est un groupe de recherche là, sur la spondylite. Et donc, il y a des lignes directrices qui, on l'espère, devraient être publiées en 2024. Donc, ces lignes directrices-là, c'est des lignes directrices qui ont déjà été annoncées là, comme étant des lignes directrices vivantes. Donc, c'est des lignes directrices là, qui vont être publiées en ligne puis qui vont constamment là, évoluer là, selon les nouveautés. Donc, s'il y a, par exemple, il y a des nouveautés dans le domaine ou des nouveaux médicaments, mais les lignes directrices vont pouvoir être revues en temps réel. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose qui est très bien pour la communauté rhumatologique canadienne, de pouvoir avoir accès là, de façon imminente à ces lignes directrices-là qui devraient être publiées, on l'espère, dans la prochaine année. En termes de technologie, je trouve ça intéressant, dans le fond, les avancées technologiques qu'on a là, récemment. Moi, je suis curieux de voir là, éventuellement comment l'intelligence artificielle puis comment les données là, de la vie réelle vont pouvoir vraiment être mieux interprétées avec l'accès à la technologie. Mais comment l'intelligence artificielle, en fait, va pouvoir nous aider à mieux interpréter là, les données de la vie réelle, puis comment les outils technologiques là, vont pouvoir nous aider là, à avoir, entre autres, des données de la vie réelle. Là. Donc, je trouve que des fois, en spondylite, on questionne un patient, puis il nous dit que ça va bien, mais on ne le sait pas vraiment, ou le patient ne veut pas nous déclarer, ou le patient remplit un BASDAI, puis tout est toujours élevé. Donc, je pense que vraiment, avec la technologie, les patients, peut-être éventuellement, j'espère qu'on aurait accès là, à peut-être de l'information peut-être un peu plus granulaire, à savoir si vraiment notre patient va bien quand il le voit ou pas. Puis en termes de médicaments, il y a quand même des médicaments là, qui s'en viennent dans le pipeline. En fait, récemment, on a eu les JAK. Donc ça, c'est une belle avancée. Puis je crois qu'aussi, il va y avoir des nouveaux inhibiteurs là, des interleukines 17 qui devraient arriver, là, espérons-le, dans les prochains mois ou dans la prochaine année.
Donc, entre autres, là, on peut penser au bimekizumab, là, qui, si je ne me trompe pas, est déjà approuvé en Europe, là, en arthrite psoriasique, puis en spondylite ankylosante, puis qui est approuvé au Canada là, en psoriasis cutanée. Donc, espérons qu'on devrait avoir une approbation là, d'ici peu. Puis aussi, il y a d'autres molécules en développement, là, dont des IL-17, là, mais ça serait peut-être laborieux à tout mentionner. C'est bon, je comprends. S'il y avait une seule chose que vous aimeriez que les auditeurs retiennent aujourd'hui, quel serait ce message? Oui, bien, en fait, moi, je trouve qu'on insiste là, beaucoup sur les traitements pharmacologiques quand on parle de spondylite ankylosante. Mais il faut se rappeler là, que le traitement de la spondylite ankylosante, c'est une pyramide. Donc, les traitements pharmacologiques, les thérapies avancées, là, dont les biologiques, ça vient vraiment en haut de la pyramide. Ce qui est à la base de la pyramide, c'est vraiment l'éducation du patient, c'est vraiment la physiothérapie. Donc, moi, j'aimerais juste renforcer là, que c'est important. Puis, je crois qu'en discutant avec nos patients, là, de la collaboration avec des organismes là, comme l'Association canadienne de spondylite, en référant nos patients à des sites là, pour qu'ils aient accès à des exercices de physiothérapie ou même mieux, qu'ils rencontrent des physiothérapeutes ou juste qu'ils restent actifs. Vraiment, je pense que ça aide beaucoup dans le devenir, là, dans la fonction, dans la qualité de vie du patient avec une spondylite ankylosante. Donc, Dr. Richard, on sait que la spondylite ankylosante, c'est une maladie qui peut avoir une progression radiographique. Quelles sont les choses à dire sur la progression radiographique de la spondylite ankylosante? Est-ce qu'il y a des choses à surveiller? Ben, en fait, moi, souvent, les patients viennent me voir, puis ils sont inquiets là, d'une possible progression radiographique. Ou même des fois, j'ai des questions de d'autres médecins, tu sais, un patient qui va bien, puis on se demande à savoir, là, est-ce qu'on devrait ajouter un médicament biologique pour la progression radiographique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la progression radiographique parce que c'est vraiment, à chaque congrès, là, c'est toujours des sujets chauds, la progression radiographique, là. Je pense que si on commence puis on regarde le patient qui vient nous voir puis qui a peur de progresser, ce patient-là, il faut toujours évaluer les facteurs de risque de progression. C'est vraiment les syndesmophytes au baseline qui vont être, donc sur le rayon X de base, qui vont prédire la progression radiographique. Donc, si un patient là, vient nous voir puis qui a déjà des syndesmophytes là, sur le rayon X initial, c'est sûr que ça le met dans une catégorie différente, une catégorie beaucoup plus élevée de progression radiographique versus quelqu'un là, qui n'aurait pas de syndesmophytes initial. Donc, on dit vraiment que c'est les syndesmophytes qui prédisent les syndesmophytes. En termes d'autres facteurs de risque, là, je dirais peut-être plus majeurs ou importants, il y a la CRP puis il y a le tabagisme. Donc, souvent, c'est qu'on met un peu tout ça ensemble puis on regarde, bon, mais est-ce que le patient a des syndesmophytes? Est-ce que sa CRP est augmentée? Est-ce que c'est un patient fumeur? Puis, s'il y a des facteurs de risque, entre autres, s'il y a des syndesmophytes, on va lui dire que oui, il est plus à risque de progression. S'il n'y a aucun de ces facteurs de risque-là, mais souvent, il peut être même rassuré que lui, son but, c'est vraiment plus de traiter l'activité de la maladie, contrairement à traiter là, potentiellement une progression. Donc, je dirais que c'est comme ça à peu près là, qu'on peut prédire le risque de progression. En termes de tabagisme, on sait que ça augmente le risque de progression. Donc, moi, je recommande à tous mes patients là, l'arrêt tabagique. Je dirais que c'est super important. Si on a un patient avec une spondylite qui fume, ça met à mauvais pronostic, notamment pour la progression radiographique. Donc, on lui demande d'arrêter de fumer ou plutôt on lui offre du counseling antitabagique. Puis après ça, en termes de traitement, en ce moment, on recommande vraiment un traitement selon les symptômes. Hein. Donc, c'est toutes les lignes directrices, ils vont vraiment nous dire on offre un traitement s'il y a une activité de la maladie et non pour prévenir une progression radiographique. Donc, même si c'est un patient qui est à haut risque de progression radiographique,
des fois, peut-être qu'on peut s'assurer qu'ils ne minimisent pas des symptômes ou on veut vraiment être sûr qu'ils ne minimisent pas parce que peut-être qu'on voudrait lui donner un biologique, mais vraiment, il n'est pas... il n'y a aucune là, recommandation qui va nous dire de traiter un patient seulement pour la progression radiographique. Puis en termes de traitement, on a eu là, récemment une étude end-to-end avec la spondylite ankylosante pour la progression radiographique. Donc, c'est la seule étude end-to-end là, en spondylite ankylosante. Puis, cette étude-là comparait le cisiculumab versus un biosimilaire de l'adalimumab chez une population qui était à haut risque de progresser. Puis, c'est une étude négative dans le sens là, qu'il n'y avait pas de différence là, entre le groupe cisiculumab puis le groupe adalimumab. Mais ce qu'on voyait, c'est que les deux groupes, là, quand même, avaient un faible risque de progression. Là, c'est-à-dire que dans les deux groupes, il y avait là, 66% là, des patients qui ne progressaient pas. Puis, de la façon qu'ils avaient défini la progression, puis la façon qu'ils avaient sélectionné les groupes, c'était quand même un très faible risque là, ou un faible risque de progression. C'est ce qui conclut cet épisode d'Autour de la rhumato. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées pour de futurs épisodes, envoyez-nous un courriel à info@commercialroom.ca ou contactez-nous sur Twitter. Notre nom d'utilisateur est le @crashroom. Autour de la rhumato est produit par Jean-Sébastien Marié, David McGoffin, le docteur Dax Ramsey et Erin Stewart. Nous tenons à remercier le comité des communications et le personnel à la SCR pour leur travail. Et bien sûr, un merci tout spécial à notre invité, le Dr Nicolas Richard. Notre indicatif musical a été composé par Aaron Folwell. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous une note et abonnez-vous afin de ne pas rater nos prochains épisodes. Vous pouvez également partager ce balado avec vos collègues et le faire connaître sur les réseaux sociaux. Je suis Hugues Allard Chamard. Merci d'avoir été à l'écoute.